Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir être présent aujourd'hui pour ce webinar accompagné de Keolis. Donc on va attendre quelques secondes, encore quelques minutes peut-être, le temps que les derniers inscrits puissent se connecter et ensuite on va pouvoir commencer. Donc je vois que vous vous connectez au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous indiquer si vous nous entendez dans le chat. Vous avez une petite bulle de chat en bas à droite. Je vais vous écrire d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à me répondre pour m'indiquer que vous m'entendez bien et que vous recevez bien les messages sur le chat. Super. Bonjour Soren. Bonjour Mathilde. Ok, donc ça fonctionne. Romain, merci beaucoup. Merci de jouer le jeu, c'est sympa. Bonjour Julien. Il est 11h02, on va pouvoir commencer, je pense. Vraiment enchanté de pouvoir en tout cas animer ce webinar. Comment Keolis Bordeaux Métropole transforme l'expérience utilisateur de ses usagers grâce au self-care. Je suis accompagné aujourd'hui de Maxime. Bonjour à Je te laisse tous. t'introduire, Maxime, si tu le souhaites. Oui, donc moi c'est Maxime Faure, je travaille pour Keolis Bordeaux Métropole Mobilité, qui est l'exploitant du réseau de transport public bordelais. Donc on a en charge d'exploitation de tout le réseau de tramways, de bus, de vélos en libre service et de navettes fluviales de l'agglomération bordelaise. Et je travaille au service marketing en tant que chef de projet digital. Le pôle digital est en charge de la stratégie globale du réseau de transport public bordelais sur la partie digitale d'un point de vue mobilité, e-commerce et gestion de la relation client dont on va largement parler aujourd'hui. Et moi, Amine, expert self-care chez Smart Tribune depuis maintenant 4 ans, en charge effectivement du secteur du transport. Du coup, je suis très ravi de pouvoir co-animer ce webinaire avec Maxime. On va vous parler du sommaire pour que vous puissiez avoir un peu une idée de ce que vous allez pouvoir recevoir aujourd'hui. Donc, en première partie, on va faire un rapide état des lieux du self-care en quelques slides, promis. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet avec les contextes et enjeux self-care pour la relation client chez Keolis Bordeaux. Le dispositif déployé, donc on vous montrera exactement ce qui a été mis en place sur le site web de TBM, Keolis Bordeaux. L'impact du self-care, la gestion et le pilotage de la connaissance, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Voilà, comment on s'organise pour ce type de projet et comment on pilote justement cette connaissance. Et n'hésitez pas à écrire toutes vos questions. On tâchera d'y répondre à la fin. On s'est laissé un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, on les verra passer, on les notera et on y répondra à la fin du webinaire si ça vous va. Et on va pouvoir commencer par le constat self-care. Alors bon, assez rapidement, le self-care, on le sait tous, vous le savez de plus en plus, ça devient une urgence, une nécessité pour les marques à destination des consommateurs, puisqu'aujourd'hui, 72 consommateurs, 72% d'entre nous préfèrent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et ce, sans passer par un service client, d'autant plus que ce dernier peut être fermé le soir et le week-end. Donc, on a envie de pouvoir être autonome. Et c'est vrai que le canal téléphonique doit être notamment désengorgé puisque on peut avoir des temps d'attente assez longs. Et quand on contacte un service client, on a déjà un premier signe de frustration parce que on appelle le service client pour une problématique, un souci peut-être, alors hors transport, un souci dans son étape de commande, dans son colis reçu. Donc voilà, dès qu'on arrive dans cette position, forcément, on est déjà un peu agacé et on l'est d'autant plus quand les temps d'attente sont importants à cause des flux non désengorgés au service client. Ça va vous parler, les motifs de contact, en tout cas dans le transport, quels sont vos tarifs, comment connaître les perturbations réseau, mais si on parle de manière générale, comment suivre mon colis dans l'e-commerce, comment commander un chéquier ou télécharger son RIB dans le secteur bancaire. Autant en fait
la faible valeur ajoutée, et notamment le mot de passe oublié qui revient dans tous les secteurs d'activité, sont des requêtes qui sont de plus en plus nombreuses pour les internautes, mais qui restent des demandes de motifs, des demandes de niveau 1, pardon, donc des motifs de contact à faible valeur ajoutée, dont l'internaute veut pouvoir récupérer la réponse en parfaite autonomie et dont la marque veut se décharger et souhaite automatiser via le site, puisque ces réponses, finalement, elles sont disponibles sur votre site web, en tout cas sur vos outils, ça peut être aussi l'application mobile notamment, mais difficile à trouver potentiellement. Donc notre objectif, c'est vraiment de mettre en place justement et d'accompagner les entreprises pour diffuser du self-care. Donc le self-care, finalement, on en parle souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le self-care, c'est la possibilité de rendre autonome des utilisateurs, des collaborateurs d'ailleurs, à travers des dispositifs d'aide en ligne dans leur recherche d'informations ou dans la recherche d'une action qu'on va pouvoir automatiser, notamment par des dispositifs type chatbot, espace client aussi qui permet aux clients d'être autonomes. Et le self-care, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça répond aussi à des enjeux qui sont assez clairs et assez identifiés par vous, au service client, au marketing. Quand je parle de KPI, on entend et on va le voir dans la slide suivante que on va avoir des enjeux en termes de maîtrise de coûts au service client. Donc, qui dit self-care dit autonomie, dit automatisation et donc réduction du flux vers le service client. Donc forcément, si on réduit ce flux-là, on va permettre au service des clients de maîtriser ses coûts et d'avoir moins de contacts, ce qui lui permettra derrière d'améliorer l'expérience utilisateur en front, mais également collaborateur, puisque le collaborateur va être déchargé de ce flux de demandes et va pouvoir travailler sur des demandes à plus haute valeur ajoutée. Le self-care, c'est aussi pousser en fait finalement le bon contenu sur la bonne étape du parcours et contextualiser ces contenus. Donc c'est accompagner l'internaute sur son parcours et faire en sorte de désamorcer les points de friction grâce à la connaissance qui sera poussée au bon moment. D'ailleurs, on parle beaucoup de canal, de multicanal. Donc aujourd'hui, les marques se doivent de faire du multicanal parce que c'est un besoin client. Hein. Aujourd'hui, j'ai besoin, y a des moments où je peux être autonome sur mon application mobile et d'autres moments où j'ai vraiment besoin d'un humain. Bien que je sois digital native, entre guillemets, on a tous besoin d'avoir un être humain sur des demandes de niveau 2, de niveau 3. Et donc, du coup, il faudra faire attention puisque le multicanal, c'est bien, mais ça peut complexifier finalement la résolution des contacts parce que pour un motif de contact, je peux vous appeler, je peux vous envoyer un mail et je peux chercher aussi la réponse via un outil tiers, je sais pas, un chatbot par exemple. Voilà, et créer un ticket via ce chatbot. Donc, tout ceci va finalement avoir un effet inverse et retarder la résolution de mon contact. Donc, très important, et c'est pour ça que très important de bien piloter le canot et de mettre en place justement du self-care en amont pour filtrer ces demandes, permettre aux internautes d'être autonomes et ensuite permettre grâce au self-care de capitaliser sur votre multicanal, mais en tout cas de permettre au self-care de rediriger, donc par rapport à la question que vous allez consulter, savoir quel est le bon canal. Et effectivement, c'est là où le self-care intervient et permet de trouver cet équilibre entre l'automatisation et l'humain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en vois déjà une de Pierre, on y répondra bien évidemment à la fin. Et donc voilà, n'hésitez pas et on va pouvoir passer à la suite. Et je vais pouvoir justement laisser la main à Maxime qui va pouvoir vous parler du projet Keolis Bordeaux. Merci Amine. Donc nous, on va commencer par vous parler des enjeux et des objectifs self-care que l'on avait identifiés côté Keolis Bordeaux pour notre relation client. Il faut savoir, si on recontextualise un peu tout ça, qu'on a commencé à travailler avec Smart Tribune courant 2019. Avant 2020, on était en pleine refonte de plusieurs supports numériques chez nous, notamment le site internet, l'espace client et l'application mobile. Et ces refontes incluent également la refonte complète de notre parcours de contact et du tunnel de contact.
Avant cette refonte, on estimait que lorsqu'un client se rendait sur Aide et Contact, dans quasiment 100% des cas, sa demande finissait par un contact avec le service client. On avait différents canaux de contact, mais on n'avait aucune barrière entre le besoin du client et les canaux de contact qu'on lui proposait. C'est-à-dire qu'on lui affichait tout de suite les horaires d'ouverture du centre téléphonique, du chat, le contact par mail ou même les visites en agence. Ce qui faisait qu'on avait identifié derrière 2 points largement négatifs. Le premier, c'est qu'on avait une sursollicitation, notamment du canal téléphonique qui représente chez nous plus de 80% des contacts clients. Et les agents devenaient de moins en moins efficaces puisqu'ils traitaient au même niveau une demande de niveau 1 qu'une demande de niveau 2. C'est-à-dire que les demandes de niveau 1 sont chez nous des demandes qui pourraient être résolues sans l'intervention d'un agent du service client, là où les demandes de niveau 2 nécessitent plus de temps et un accompagnement dédié. Avant cette refonte et ce travail qu'on a pu mener avec Smart Tribune, on avait beaucoup de mal à dissocier ces types de demandes et l'ensemble des clients finissaient par nous contacter. De ce fait, on avait identifié à l'époque plusieurs enjeux et objectifs, 4 enjeux majeurs. Le premier, comme je disais, c'était de réduire les demandes à faible valeur ajoutée pour permettre à nos agents de se focaliser sur les demandes à forte valeur ajoutée qui nécessitent un réel accompagnement. Le deuxième, c'était que pour ces demandes à faible valeur ajoutée qui sont grandissantes, l'idée était de rendre autonomes nos clients, donc mettre en place cette fameuse stratégie self-care pour leur mettre à disposition un maximum de réponses à toutes leurs questions sur toutes les thématiques du réseau pour éviter encore une fois cette intervention d'un agent, ou en tout cas pour préparer l'intervention de cet agent pour qu'il puisse déjà avoir un premier niveau d'information. Le troisième enjeu, c'était d'avoir des réponses, de proposer des réponses disponibles évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, je l'apprends à personne, mais on s'est rendu compte que les clients ils ne nous contactaient pas que lorsque les centres de contact étaient ouverts. Évidemment que pendant les week-ends et le soir ou avant les horaires d'ouverture, on avait des demandes. Donc l'idée était de proposer cette fameuse information pour le client, un maximum à jour, un maximum, et disponible en continu pour qu'ils aient accès à cette information n'importe quand. L'idée était également de rendre l'information la plus visible possible, puisque nous, on a une forte part de notre trafic sur nos supports numériques qui provient de recherche organique, donc de recherche depuis les moteurs de recherche type Google. Donc l'idée était lorsque cette information serait à disposition du client, de la rendre la plus visible possible, notamment sur les moteurs de recherche. Donc on avait aussi un enjeu assez important en termes d'SEO, puisque l'idée était d'indexer toutes ces réponses qu'on allait apporter aux clients pour justement leur proposer de l'information avant même qu'ils arrivent sur nos supports lors de leur recherche sur les moteurs de recherche. Donc pour faire un récapitulatif de nos 3 gros projets qu'on a pu mener avec Smart Tribune, le premier a démarré courant 2019 et a été déployé en janvier 2020. Donc c'est la Smart FAQ que l'on va largement développer après. Donc c'est le déploiement de notre FAQ dynamique, de notre fameuse rubrique Aide et Contact pour le client, pour qu'il puisse accéder à tout ce socle d'informations avant même de contacter notre service client. Pour compléter ce dispositif, on a ajouté un petit dispositif qui s'appelle SmartForm un peu plus d'1 an après sur nos formulaires de contact, donc pendant cette fois-ci le tunnel de contact, pour encore une fois réduire le taux de contact. On va le développer également après. Et récemment, on a ajouté un 3e dispositif qui s'appelle Smart Context, permettant de contextualiser les questions qu'on avait dans la FAQ, d'afficher ces informations contextualisées directement sur des pages du site internet et pas forcément uniquement sur la FAQ, pour encore une fois proposer de l'information à nos clients, à nos utilisateurs, au bon moment durant leur parcours. D'ailleurs, ce dispositif est encore en cours de déploiement sur certains de nos supports numériques. Donc maintenant, on va détailler les 3 dispositifs dont je viens de vous parler, notamment Smart FAQ, qui est le plus gros dispositif chez nous. Smart FAQ, donc c'est une foire aux questions dynamique qui est disponible depuis notre rubrique Aide et Contact, qui elle-même est accessible soit depuis n'importe quel moteur de recherche, soit depuis nos supports numériques, que ce soit le site internet, notre boutique en ligne, notre espace client ou notre application mobile.
C'est plus de 140 questions, donc accessibles 24 heures sur 24, comme je le disais, 7 jours sur 7, où on essaye de traiter toutes les thématiques que peuvent nous remonter les clients. Donc ça va être de la thématique liée à de la mobilité, de la préparation de voyage par exemple, ou alors des questions qui peuvent arriver pendant un voyage d'un utilisateur, comment valider mon titre par exemple, ou comment acheter un ticket, comment utiliser un ticket, comment gérer aussi mon abonnement, renouveler mon abonnement ou bien même le résilier. Toute la partie objets trouvés et amendes qui générait un fort taux de contact chez nous. Donc j'ai perdu un objet, que faire, ou je trouve un objet, où est-ce que je dois le rapporter, comment je dois payer une amende, est-ce que je peux faire une réclamation sur une amende. Et également toute la partie liée à l'accessibilité qui est grandissante et de plus en plus importante, notamment dans notre secteur. Et également la partie sur l'accompagnement à l'usage des supports numériques, puisqu'on s'est dit que c'était aussi important de traiter cette thématique. Donc voilà, on essaie de traiter le plus largement possible toutes les thématiques et toutes les questions que peuvent nous remonter les clients. Ces réponses, elles sont accessibles, donc comme je le disais, soit depuis n'importe quel moteur de recherche, puisque toutes les questions sont indexées, soit depuis la rubrique aide et contacts de nos supports numériques. Et une fois arrivé sur cette rubrique aide et contacts, on le voit à l'écran, on arrive sur la page d'accueil de la foire aux questions dynamiques. Et depuis le moteur de recherche qui est situé en haut, ou bien en accédant aux thématiques, on peut très simplement arriver à trouver la réponse à sa question. L'objectif, il est majeur, c'est de rendre le client, comme je disais, autonome sur une grande majorité des demandes de niveau 1, donc à faible valeur ajoutée. Ensuite, on a donc déployé un an plus tard SmartForm. SmartForm, donc, c'est ce petit widget qu'on a intégré à notre formulaire de contact. En fait, sur la FAQ, lorsqu'un utilisateur n'a pas la réponse à sa question, ce qui arrive aussi encore régulièrement, il peut très bien nous contacter. L'objectif n'est pas qu'il ne nous contacte jamais. Il peut très bien nous contacter. En bas de chaque question de la FAQ, on affiche un bouton de contact qui lui permet de rentrer dans ce fameux tunnel de contact. Et sur ce tunnel de contact, on affiche en premier lieu un formulaire qu'il peut commencer à remplir, ou bien des canaux de contact type téléphone, chat live, mail, ou bien une visite en agence. Mais s'il décide de remplir ce formulaire, il choisit d'abord un motif pour nous contacter via ce formulaire. Et en fonction du motif choisi, on a l'exemple ici avec le motif mon abonnement qui a été choisi, on va lui pousser des questions qui sont les questions les plus consultées liées au motif mon abonnement depuis la FAQ. L'idée, c'est de lui pousser donc ces bonnes questions qui étaient déjà présentes dans la FAQ durant son parcours de ce qu'on appelle le parcours de remplissage, pour qu'il puisse être sûr que la question qu'il aimerait nous poser n'est pas traitée directement dans la FAQ. Et parfois, c'est le cas. On se rend compte que les clients ne cherchent pas, ils veulent tout de suite, par réflexe, contacter le service client. Et lorsqu'on leur pousse ces questions-là, ça nous permet de répondre encore à un enjeu majeur qui est de baisser le taux de contact, puisque derrière, si on souhaite connaître les conditions pour résilier son abonnement ou les grandes étapes pour renouveler son abonnement, dans la plupart des cas, on n'est pas forcément obligé d'échanger avec le service client. On peut directement consulter la réponse dans la FAQ, suivre les étapes, et ça évite un contact avec notre service client. Si jamais la réponse n'est pas dans ces 4 questions, il peut cliquer sur le bouton d'action qu'on a en bas en bleu, c'est par ici. Il termine le remplissage de son formulaire et on lui répond sous 24 à 48 heures. Donc dans tous les cas, il peut, s'il le veut, nous contacter. Et le troisième dispositif, donc, c'est Smart Context. Smart Context qu'on a déployé récemment sur notre site. L'exemple ici avec l'intégration de Smart Context sur notre page horaire. Il faut savoir que notre site est essentiellement consulté pour de la recherche liée à de la mobilité, donc notamment de la recherche horaire et de la recherche itinéraire. 90% des recherches sont liées à de l'horaire ou à de l'itinéraire. Donc l'idée était de pousser des réponses à des questions que pouvaient se poser les utilisateurs en lien avec leur préparation de voyage, que ce soit de la recherche horaire ou de la recherche d'itinéraire, plutôt que de les obliger, s'ils avaient une question à nous poser, à se rendre sur leur rubrique à des contacts, d'aller chercher leurs questions et de vérifier si la question existait bien. L'idée, c'est d'encore plus simplifier leur parcours. Donc, on a intégré Smart Context sur notre page horaire et notre page itinéraire du site infotbm.com, où on va pousser, cette fois-ci, que des questions liées à de l'horaire. Typiquement, ici, on retrouve une question liée aux heures de début et de fin des tramways, qui est une
une question largement demandée chez nous. On a aussi la manière de consulter le prochain passage d'un bus ou d'un tramway, la fréquence de passage d'un tramway, les horaires de la navette Arena, qui est une navette spécifique, ou la circulation des tramways les jours fériés. Tout ça, ce sont des questions que se posent les utilisateurs lorsqu'ils font ou qu'ils préparent une recherche liée à un horaire. Donc ça, on leur pousse directement sur la page et ça leur permet de gagner du temps et d'avoir de l'information sans les obliger à chercher. Et encore une fois, éviter potentiellement un contact avec le service client. Maintenant, on va parler de l'impact du self-care donc sur la relation client côté Keolis Bordeaux Métropole, puisque on a déployé ces dispositifs donc progressivement sur 2 ans. Et l'idée, je le sais bien, c'est d'identifier si ça a eu un réel impact. L'enjeu majeur, encore une fois, c'était la baisse du taux de contact, notamment des appels reçus dans notre centre de relations clients, qui du coup concentrait, comme je disais tout à l'heure, 80% des contacts clients se faisaient par téléphone. Je vous épargne l'année Covid 2020 que l'on n'a pas prise en compte ici, mais entre 2019 et 2021, on peut affirmer qu'on a un nombre d'appels reçus en baisse de 18%. Donc ce nombre d'appels reçus, il est en baisse en grande partie grâce au déploiement de SmartFac et des 2 autres dispositifs, mais notamment la sortie de SmartFac, puisque les consultations de questions sur l'année de 2021 sont de plus de 230 000. Donc énormément de consultations de questions. On remarque d'ailleurs que toutes les thématiques sont largement consultées, mais qu'une quinzaine ou une vingtaine de questions représentent 70 à 80% du volume de consultation des questions. Donc et qui sont notamment des questions qui répondent à des demandes, encore une fois, de niveau 1. Donc ça, c'est très positif. Au niveau des utilisateurs, on a une moyenne d'utilisateurs de 18 000 par mois, qui va varier en fonction de la saisonnalité dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 200 à 230 000 utilisateurs par mois sur notre site internet. Donc c'est plus ou moins 8 à 12% des utilisateurs qui font une recherche sur notre site internet, qui finalement ont potentiellement un besoin et se rendent sur la rubrique « des contacts ». Au niveau du taux de satisfaction, il peut paraître assez faible, mais tu m'arrêtes, Amine, si je me trompe. Lorsqu'on avait échangé avec Smart Tribune au lancement du projet, ils nous avaient affirmé que 50% de taux de satisfaction sur la FAQ, c'était plutôt positif. En tout cas, c'était un peu la norme, puisque finalement, les 40% des utilisateurs qui sont insatisfaits, en fait, sur chaque question de la FAQ, à la fin de la réponse, on affiche un bouton de feedback où on demande à l'utilisateur s'il est satisfait de la réponse qu'on a pu lui apporter. Et tous les utilisateurs qui disent non donc, sont comptabilisés comme insatisfaits. Dans ces utilisateurs qui disent non, on a un deuxième filtre derrière où on suit les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits du service qu'on leur rend plutôt que de la qualité de la réponse. Et on n'est pas responsable en fait des règles en vigueur et du fond de la réponse, mais plutôt de la forme. Donc ça, on peut rien y faire. Mais on note également qu'on a pu améliorer grâce à l'édition régulière, on va en parler aussi, et de la gestion assez rigoureuse de la FAQ qu'on peut faire avec le métier. On a noté quand même une amélioration de 10% de ce taux de satisfaction depuis janvier 2020. Donc, on peut aussi affirmer que les clients gagnent de plus en plus en autonomie en montrant toutes ces statistiques, notamment le taux d'appel reçu qui est globalement satisfaisant. On fait face encore à un enjeu majeur par rapport à ce nombre d'appels reçus, puisque avoir une baisse sur l'année, c'est important et on ne le remet pas en question. Par contre, on a un autre enjeu, c'est de gérer la saisonnalité. Donc, la saisonnalité, chez nous, elle est assez forte. On a des fortes demandes à 2 périodes clés de l'année. La rentrée scolaire, comme beaucoup d'entreprises, donc au mois de septembre, fin août, début septembre, et le mois de janvier qui est également un mois impactant pour le service client. Donc pour gérer cette saisonnalité, la Smart FAQ a été accompagnée de 2 fonctionnalités clés sur sa page d'accueil. Les informations du moment. Donc, les informations du moment, ça nous permet de pousser 3 informations clés qu'on souhaite mettre en avant à des périodes importantes de l'année. Typiquement, au mois de septembre, on a une énorme campagne de réabonnement. Donc, on est obligé de pousser les questions liées au renouvellement, puisqu'on a énormément de clients qui vont avoir tendance à nous appeler pour comprendre comment se réabonner.
et sous quel délai. Donc, on va pousser ce type de questions. On a également sorti, par exemple, récemment, il y a un an environ, la tarification solidaire qui permet à des voyageurs donc, du réseau d'obtenir un abonnement à un coût beaucoup moins élevé du fait de leur faible revenu. Donc ça, c'est une information qu'on a voulu pousser sur la période de rentrée. On pousse également les questions fréquentes, donc les top 10 des demandes sur la période. Le métier nous remonte généralement ces questions fréquentes et elles sont systématiquement disponibles sur la FAQ, sur la page d'accueil notamment. Ça permet à l'utilisateur, lorsqu'il arrive depuis nos supports numériques, sur la page d'accueil d'AD Contact, d'accéder à ces questions fréquentes et potentiellement d'avoir une réponse à sa question encore plus rapidement que prévu. On voulait faire aussi mettre un peu l'accent sur la partie SEO dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir que nous, le trafic de notre FAQ, il est fait à 80% sur mobile, ce qui est assez logique puisque la plupart de nos utilisateurs sont en mobilité lorsqu'ils utilisent nos supports numériques, puisqu'ils, comme je le disais, ils font soit un itinéraire qu'ils ont préparé, soit ils sont à leur arrêt de bus ou de tram en train d'attendre le prochain passage du transport. Donc potentiellement, lorsqu'ils font une recherche liée à de l'information, ils vont sur leur mobile pour la consulter. Et sur le trafic FAQ global, on a un utilisateur sur 2 qui arrive sur la FAQ depuis une recherche organique, donc depuis les moteurs de recherche. Donc je pense que c'est important d'en parler. Il faut savoir qu'on a décidé d'indexer l'ensemble de nos questions de la FAQ et que grâce au dashboard, au back-office de la FAQ, on a pu éditer et travailler l'ensemble des questions pour afficher du mieux possible la balise titre, par exemple, qu'on voit ici sur l'exemple d'un utilisateur qui aurait pu taper payer, amende, TBM, qui sont des mots-clés liés à un paiement d'amende. Tout de suite, notre question FAQ, donc, qui appartient au sous-domaine aide.infotbm.com, qui s'appelle « Comment payer mon amende ?» va remonter. On essaie de travailler la balise titre, la balise métadescription qui s'affiche en dessous, et on associe des mots-clés à ces questions pour faire en sorte en fait, qu'elles remontent le plus souvent possible en première page des résultats de recherche. C'est vraiment super important pour pouvoir aiguiller tout de suite l'utilisateur. On a eu aussi pas mal de chance puisque la FAQ a été très rapidement indexée tout en haut du moteur de recherche, notamment Google, puisqu'en fait, notre site internet, notre domaine infotbm.com, à la base, est très très bien référencé puisqu'on a assez peu, même pas, de concurrence sur les mots-clés liés au transport public chez nous. Donc le site infotbm.com qui est largement consulté chaque jour est très très bien référencé. Donc lorsqu'on a sorti la FAQ, tout de suite les questions sont très vite remontées au premier plan. Maintenant, on voulait aussi parler de la partie gestion et pilotage de cette connaissance qu'on a pu créer depuis 2020 côté Keolis Bordeaux. La première chose à dire, c'est qu'en fait, on n'avait pas de base de connaissances, que ce soit collaborateur ou client chez Keolis Bordeaux. Donc la Smart FAQ, c'était une réelle nouveauté pour tout le monde, notamment pour les collaborateurs. Et on a identifié un phénomène qu'on n'est pas forcément anticipé en fait. C'est que chez nous, il faut savoir qu'au service client, comme dans beaucoup de services clients, on a un fort turnover. Donc on a beaucoup de nouveaux collaborateurs qui transitent pour des contrats notamment courts et qui ont besoin d'être onboardés. Et durant cette phase d'onboarding, qui est parfois express de l'ordre de 2-3 jours, on a des collaborateurs qui ne sont pas forcément au point à 100% pour répondre aux clients, mais qui sont quand même lancés dans le grand bain. Et on s'est rendu compte que ces collaborateurs se servent en fait de la Smart FAQ, donc qui est à la base à la destination du client, pour renseigner justement le client. Ça leur permet de finir de se former ou alors d'avoir la confirmation sur certains besoins qu'ils n'avaient pas forcément eu durant leur phase d'onboarding. Donc en fait, cette base de connaissances client sert aussi à nos nouveaux collaborateurs et c'était important de le préciser puisqu'aujourd'hui, elle vient un petit peu compléter la phase d'onboarding existante dans notre service client. Au niveau de la gestion de la Smart FAQ, on s'est bien organisé, comme on le voit ici, entre le projet et le métier. En fait, on considère que le métier est garant du fond, là où le projet est garant de la forme. C'est-à-dire que le projet va éditer l'ensemble des réponses à la main sur le back-office et va éditer les réponses.
va évidemment travailler toute la partie SEO dont on a parlé et va aussi s'appuyer sur les analytics dont on va largement parler juste après pour faire évoluer soit fonctionnellement la FAQ, soit améliorer la qualité des réponses. Le métier, lui, est garant du fond, donc le métier il va remonter surtout les incohérences qu'il peut, en termes de fond, qu'il peut relever sur la FAQ, puisque donc le métier consulte la FAQ quotidiennement. Et il va balayer l'ensemble des incohérences qu'il peut remonter sur la FAQ et lors de points bimensuels, donc 2 fois par mois, il échange avec le projet et il va remonter toutes les incohérences qu'il a pu retrouver sur la FAQ. Il va également informer le métier des motifs les plus demandés sur la période. Il faut savoir, je ne l'ai pas précisé aussi, que les infos du moment, elles sont poussées par le métier qui va dire qu'à tel moment de l'année, il faut pousser tel ou tel type de thématique. Tout ça, cette info, elle vient du métier. Et même, on a également des thématiques que l'on pousse dans un même mois, plutôt en début de mois ou en fin de mois. Pareil, ça, c'est le métier qui va nous informer là-dessus. Et ils vont également nous faire un feedback sur la forme, puisque parfois, le métier aussi a son mot à dire sur la forme. S'il estime qu'il y a une réponse à une question qui n'est pas très claire, où on peut améliorer la forme et qu'il y a eu également des remontées clients qui ne comprennent pas tel ou tel type de réponse, le métier peut également nous faire un retour et nous expliquer qu'il est préférable d'améliorer la forme de telle ou telle réponse à une question. L'idée, et ça fonctionne plutôt bien jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment de travailler dans la main dans la main entre métier et projet pour surtout pas perdre le fil, puisque le risque, une fois que vous sortez une FAQ, c'est de pas la maintenir et d'avoir des incohérences et de la laisser vivre un petit peu seule. Et si on ne s'en occupe pas, clairement, elle peut perdre très vite de son intérêt et les résultats de cette FAQ peuvent être largement en baisse si jamais on ne met pas en place des vraies règles de gestion de cette FAQ entre projet et métier. On voulait également parler de la partie analytics, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on a lancé Smart FAQ, on a créé un plan de tagage. Donc, avec les équipes de Smart Tribune, on a créé un plan de tagage pour récupérer différents KPI sur notamment un Data Studio, un outil Google, sur lequel on voulait d'abord de l'info macro sur l'usage, le nombre d'utilisateurs, le nombre de questions consultées, le taux d'engagement ou le taux de rebond, la durée moyenne d'une session ou des choses comme ça, ou même les sources de trafic, pour déjà avoir un premier niveau d'information. Ça a notamment pu nous permettre de comprendre qu'un utilisateur moyen passe environ 30 à 45 secondes sur la FAQ lorsqu'il y arrive, puisqu'en fait, on comprend que le parcours d'un utilisateur, c'est j'ai une question, j'ai besoin d'une réponse, je consulte la FAQ, si la question y est, tant mieux, je la consulte, si elle n'y est pas, je contacte le service client. Donc en fait, la durée d'une session moyenne d'un utilisateur sur notre FAQ, elle est assez faible, ce qui n'est pas forcément négatif, tant qu'on peut lui apporter la réponse à sa question. Et également, on a voulu, grâce à ce plan de tagage, taguer des clics sur différents types de boutons pour suivre l'usage de nos utilisateurs sur cette FAQ. Notamment l'usage du moteur de recherche. On voulait suivre toutes les requêtes qui ne donnaient aucun résultat pour pouvoir toujours améliorer les réponses qu'on peut apporter à nos utilisateurs. On voulait aussi suivre les questions qui étaient notées le plus négativement par nos utilisateurs pour derrière pouvoir les améliorer et comprendre déjà pourquoi elles étaient notées négativement. Donc ça a pu nous permettre d'améliorer pas mal de réponses à certaines questions. Et on voulait également suivre ce comportement utilisateur pour faire des évolutions fonctionnelles, clairement. Par exemple, on s'est rendu compte que lorsqu'on poussait des infos du moment, donc ce petit encadré rose qu'on a vu tout à l'heure, qui n'était pas rose à l'époque, ça n'avait pas forcément l'effet escompté. L'info n'était pas si visible que ça, notamment en mobile, puisqu'encore une fois, on a 80% d'utilisateurs qui utilisent la FAQ sur mobile. Et ça a pu nous permettre, ces analytics, de faire une évolution fonctionnelle, de rendre plus visible ce bloc qui aujourd'hui est largement plus consulté lorsqu'on pousse une question dessus, puisqu'il est tout de suite visible en un clic à l'œil nu lorsqu'on arrive sur la FAQ, sur la page d'accueil. Donc, on peut dire que les analytics aujourd'hui sont un vrai outil d'aide à la décision, puisque grâce à eux, on peut faire des évolutions fonctionnelles et on peut également faire évoluer la base de connaissances, puisque
chaque année, on crée des nouvelles questions, notamment grâce à l'usage des analytics, puisqu'on suit assez finement le comportement et les usages de nos utilisateurs sur la FAQ. Et pour terminer, on voulait évoquer avec vous les enjeux futurs de Keolis concernant le self-care. C'est vrai que depuis 2 ans, donc, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, on a beaucoup parlé de l'utilisateur final. Et on aimerait se concentrer à terme sur le collaborateur, puisque on a remonté au moins 2 irritants côté collaborateur. Le premier, c'est qu'il y a des choses à faire, à améliorer sur la partie onboarding. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on fait pas mal de turnover, donc on a beaucoup d'onboarding, de phases d'onboarding de nouveaux collaborateurs. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser la Smart FAQ à destination du client. Ça les aide, évidemment, mais on pourrait faire mieux en sortant une nouvelle base de connaissances dédiée, cette fois-ci exclusivement aux collaborateurs. Ça permettrait de répondre à un deuxième irritant qui a été remonté, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre information, pour n'importe quel collaborateur, elle est disponible, mais elle est disponible de manière très décentralisée sur plein de référentiels différents auxquels finalement tout le monde n'a pas forcément accès tout de suite. Donc pour renseigner un client du mieux possible, l'idée est de centraliser cette information dans un référentiel unique qui pourrait être accessible par tous les collaborateurs qui renseignent le client pour qu'il puisse évidemment être le plus efficace possible et au final améliorer la satisfaction client, puisque la satisfaction client passe par la satisfaction collaborateur, qui elle-même est liée à la considération que l'on donne à notre collaborateur. Donc c'est pour ça qu'on va insister sur ce type, sur ce type d'enjeu à l'avenir et se concentrer encore et toujours plus sur notre collaborateur. Voilà pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Amine, si tu veux. Merci Maxime. Merci beaucoup. On a eu pas mal de questions. Donc, il est 11h37. On va tâcher d'y répondre assez rapidement. Je vais essayer de je les ai compilées. Je pense que Maxime pourra répondre à certaines questions et je me permettrai de répondre aux autres. Oui. La première qu'on a eue, c'était notamment celle de Pierre. Comment savoir où déployer de l'escalade de contact sur son parcours client. L'escalade de contact, avant toute chose, il va falloir justement analyser le parcours, savoir où sont les points de friction, où est-ce que l'internaute va rechercher de l'aide en fait finalement. Et en fonction de son étape, je dirais, si vous avez un service commercial et qu'on est sur des enjeux, alors Pierre, j'ai pas encore, je ne sais pas exactement quelle est votre activité, mais si on a des paniers moyens assez élevés par exemple et qu'on sollicite de l'aide à la dernière étape de paiement ou dans la recherche d'informations, ça peut valoir le coup à ce moment-là de basculer vers le service commercial qui pourrait prendre la main ou vers un conseiller qui pourrait accompagner justement téléphoniquement l'internaute vers l'issue qu'on recherche tous, à savoir le paiement et la commande. A contrario, voilà, si on est sur des demandes type après-vente et notamment à faible valeur ajoutée, là, l'idée, c'est peut-être de pousser plutôt le formulaire de contact. Et en fait, c'est toute cette réflexion que vous devez avoir finalement et de savoir à quel moment il serait plus pertinent de pousser un canal froid plutôt qu'un canal chaud, un canal dédié à l'avant-vente plutôt qu'à la pré-vente. Donc, tout ceci doit d'abord être analysé en amont par justement les points de friction qu'on peut rencontrer nous en tant qu'internaute sur les parcours. Je ne sais pas si Maxime, tu avais un complément là-dessus ou si tu veux. Non. Je suis complètement d'accord avec toi. Super. On avait une autre question de Julien. Comment mesurez-vous que le self-care a traité la demande d'un individu de bout en bout sans aboutir à un recontact vers un humain? Alors, nous, on ne va pas analyser la demande d'un individu. Aujourd'hui, on est sur des outils self-care qui sont, je dirais, qui anonymisent finalement. On ne sait pas qui va utiliser. Je ne sais pas que Maxime qui va aller dans la FAQ de Keolis Bordeaux, que c'est lui qui s'est connecté, qui s'est rendu sur la FAQ, parce qu'il d'ailleurs n'est pas connecté, et nous, on ne veut pas le savoir. Par contre, si je peux répondre à la question, nous, en fait, on va comparer les contenus consultés dans la FAQ au motif de contact de ces contenus qui sont gérés au service client. Donc, en analysant en fait les motifs de contact avant la mise en place et après la mise en place de la FAQ,
ça nous permet finalement d'analyser, et même j'ai envie de dire précisément, quels sont les motifs de contact qui ont diminué au centre de relations clients et de confirmer que c'est bien le self-care finalement qui a eu un impact dessus. Exemple tout bête, par exemple, j'ai une forte consultation parce que dans votre outil self-care, vous devez avoir une partie analytique dont vous parlez, Maxime. Je vois dans mon dashboard que j'ai une forte consultation sur les tarifs de billets, par exemple. Et à côté, j'enregistre une forte diminution du nombre de contacts sur ce motif. On sait à ce moment-là que le self-care est efficace pour cette thématique. Ensuite, on peut lier aussi la satisfaction à cela et on peut pondérer ensemble pour affiner cette information, enfin, cette statistique. Donc, on ne va pas le faire de manière individuelle, mais on va le faire plutôt par motif de contact. On va comparer finalement avec ce qui se passe au niveau du service client. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que ça, c'est aussi une question pour Smart Tribune. Avez-vous des données concernant les caractéristiques des utilisateurs du self-care et quelle est la tranche d'âge la plus appétente à son utilisation? Donc, c'est une question de Maud. Si je peux me permettre, alors nous, encore une fois, on est RGPD compliant et on est sur des solutions où on ne va pas identifier le profil de l'utilisateur. Maintenant, oui, effectivement, on a une certaine expertise qui nous permet de savoir quels sont les profils qui ont le plus d'appétence à ce type d'outils. Bon, sans surprise, la génération Z, qui représente à peu près 40% de l'ensemble des consommateurs, je parle au niveau à l'échelle mondiale, mais on peut le transposer à la France. Donc, c'est plutôt les personnes qui ont entre 15 ans et 30 ans, par exemple, sont, je dirais, des digital natives et eux, forcément, vont avoir une grosse appétence pour le self-care, pour l'autonomie. L'objectif pour eux, c'est de pouvoir être sur son smartphone. Donc, ils sont mobile first également. Donc, ils ont le smartphone à la main et ils veulent pouvoir tout faire avec leur smartphone en parfaite autonomie. Pas forcément de distinction entre les femmes et les hommes. Ce que je peux vous dire également, c'est que les seniors sont de plus en plus connectés. Je le sais à titre personnel parce que quand je rends visite à ma mère, je la vois sur sa tablette et elle est très à l'aise maintenant aujourd'hui sur sa tablette. En fait, pendant le Covid, a priori, moins de contact humain. Donc forcément, les seniors ont dû aussi jouer le jeu et se mettre sur les tablettes. Et en fait, ce comportement perdure aujourd'hui post-pandémie. Et on a une stat Sync with Google qui dit que la majorité des seniors qui utilisent le web passent au moins 6 heures par jour sur Internet. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas mettre de côté les seniors. Eux aussi sont de plus en plus connectés et peuvent être, peuvent avoir une appétence certaine au self-care. Et pour terminer mon exemple sur les seniors, à titre de comparaison, on va dire une personne de la génération Z dans la FAQ aura plus d'attrait au moteur de recherche. Le senior sera plutôt sur l'arborescence et les catégories pour naviguer de manière assez intuitive en se laissant guider. Donc voilà, on a des populations différentes, mais qui sont tout aussi sensibles. Mais c'est vrai que dans leurs usages, on peut avoir quelques différenciations. Une question, je pense, pour toi, Maxime, même deux. Je vais te les donner en même temps. Comment avez-vous monitoré votre taux de satisfaction? S'agit-il d'une moyenne sur chaque outil? Et deuxième question, c'est plutôt sur la baisse d'appel. Comment avez-vous réussi à monitorer la baisse d'appel? Alors, sur le taux de satisfaction, on s'est basé d'abord sur la satisfaction de la FAQ, comme je disais tout à l'heure, puisque c'était un outil complètement nouveau chez nous, donc on s'est basé d'abord sur ce taux de satisfaction. Et ensuite, nous, on suit des indicateurs de satisfaction, notamment pour la partie service client, divers et variés que l'on connaît tous, que l'on a pu également suivre. Et on sait qu'aujourd'hui, grâce à la FAQ, les taux de satisfaction côté service client ont été améliorés, puisque cette FAQ a permis d'évacuer, entre guillemets, en partie, les demandes de niveau 1, encore une fois, et de permettre à nos agents de traiter des demandes de niveau 2 plus longtemps, en prenant plus de temps, en se focalisant sur des éléments clés tels que l'accompagnement du client, ce qui a permis derrière d'améliorer nos différents indicateurs. Mais de base, on s'est d'abord focalisé sur l'indicateur de la satisfaction de la FAQ, puisque l'idée était que ce nouveau dispositif puisse satisfaire une majorité d'utilisateurs
puisque sans cela, on n'aurait pas pu améliorer nos différents indicateurs côté service client. Je veux bien que tu me rappelles la deuxième question, s'il te plaît, Amine. Oui, pardon. Alors, c'est plutôt sur la partie baisse d'appel. Comment avez-vous réussi à monitorer la baisse d'appel? Oui, alors la baisse d'appel, c'est simple. On a d'abord identifié, le nombre d'appels reçus au total entre l'année 2019 et l'année 2021. Ensuite, comme disait Amine, on est allé identifier des motifs de ces appels. Typiquement, les motifs qui reviennent le plus souvent chez nous, il y en a deux, c'est les liés à la mobilité. Ça va être un utilisateur qui appelle très rapidement pour savoir pourquoi son bus vient de ne pas passer à l'heure indiquée ou pourquoi le bus n'est toujours pas arrivé. Ou alors des utilisateurs qui vont nous appeler pour de l'usage de la gestion liée à de l'abonnement. Pourquoi je ne peux pas résilier mon abonnement, pourquoi ma carte n'est toujours pas arrivée, etc., etc. Donc ça, c'est deux gros motifs chez nous qui avaient un certain volume, qui a diminué, mais en fait, ce qui a été difficile dans cette baisse d'appel globale et dans ces motifs-là, il y avait des demandes de niveau 1, tel qu'un utilisateur qui appelle pour avoir un horaire, et des demandes de niveau 2 dans un même motif. Donc en fait, on a dû descendre encore, avoir un peu plus de granularité pour identifier des typologies d'appels dans un même motif et identifier qu'effectivement, la demande de l'utilisateur qui fait un appel pour avoir des infos sur pourquoi son horaire de bus n'est pas respecté, cette info-là, il pourrait très bien l'avoir sur nos supports numériques et on voit qu'il l'a baissé. Il y a toujours des gens qui vont continuer à appeler, notamment des personnes qui sont en difficulté avec l'usage des supports numériques. Et évidemment que cela, il faut continuer à les informer, à les accompagner lorsqu'on a un contact avec eux au service client. Mais on s'est vraiment rendu compte que ces demandes de niveau 1 qu'on a classées en différents types de demandes ont diminué dans le temps, entre 2019 et 2021. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je pense que si. Merci beaucoup, Maxime. Il nous reste trois questions. Alors, j'imagine qu'en back-office, nous avons la main pour mesurer les performances des contenus proposés et la mise à jour en temps réel pour les contenus exposés aux clients. Je vais commencer à répondre et je pense que Maxime, tu compléteras. Mais oui, effectivement, dans le back-office, vous avez une suite analytique qui vous permet de mesurer finalement l'usage du dispositif en termes de consultation, quelles sont les questions les plus consultées, les catégories. Dans le moteur de recherche, vous saurez également qu'est-ce qui est tapé, ce qui donne du résultat et ce qui ne donne pas de résultat, ce qui permet d'améliorer la base de connaissances de manière continue et de la faire évoluer en temps réel et surtout par rapport aux réelles attentes de vos internautes, puisque vous capterez ces verbatim et ensuite vous les analyserez pour alimenter des questions existantes ou en créer d'autres. Ensuite, on pourra savoir finalement quelle est la partie satisfaction dont parlait Maxime et cette partie escalade de contact, savoir quelles sont les questions qui amènent le plus d'escalade. D'ailleurs, Maxime, est-ce que vous l'utilisez à quelle fréquence cette partie statistique chez TBM? Mensuellement. Mensuellement, on le partage aussi avec le métier, comme je disais tout à l'heure, mais on le regarde au moins une fois par mois. Et on rentre dans le détail de certains indicateurs pour pouvoir essayer de faire évoluer la FAQ au mieux sur la partie contenu, mais également fonctionnellement. On ne fait pas des évolutions fonctionnelles tous les mois, évidemment, mais par contre, on stocke les différentes idées qui pourraient émerger grâce à cette partie statistique. Et ensuite, une fois qu'on est assez mature sur le sujet, on se lance et on essaie de faire évoluer la FAQ d'un point de vue fonctionnel. Après, l'avantage, c'est que le fait de travailler avec vous permet aussi d'avoir des évolutions fonctionnelles sans qu'on les ait forcément demandées, puisque vous sortez régulièrement des nouveautés sur le produit qui nous permettent d'en bénéficier en tant que client. Sans avoir forcément eu besoin d'identifier une évolution. Donc, on s'est aussi rendu compte que grâce à l'évolution naturelle du produit SmartFAQ, ça répondait aussi à des besoins que l'on avait, mais pour lesquels on n'avait pas lancé de projet. En tout cas, la partie analytics, on la consulte au moins une fois par mois. Merci, super. Eh ben, il va nous rester deux questions. Une de Julien, non, une de Pierre, pardon. Et l'autre, il me semble que c'est Maud qui nous avait posé. Oui, Maud qui nous avait posé cette question. Alors, elle est pour toi, Maxime, celle-là, il me semble. Oui. Quelles ont été les grandes étapes préalables au lancement de votre FAQ dynamique?
Alors, on pourrait évoquer ce sujet longtemps, parce que le projet a duré au moins 6 mois, puisqu'on partait de rien, encore une fois. On a commencé à travailler avec vous au mois de juillet 2019 et on a déployé cela fin janvier, il me semble. Mais très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que la base des bases, c'est d'identifier la connaissance que vous avez déjà dans l'entreprise. Nous, on avait de la chance. À l'époque, on avait un chatbot qui lui-même avait une base de connaissances. Donc, on a fait quelque chose de très simple. On a exporté la connaissance du chatbot. On est allé voir les métiers. Les métiers ont validé ou non le contenu. On est ressorti de tout cela avec une base de connaissances d'une à peu près 80-90 questions à l'époque, où on apportait une réponse qui était au moins le plus clair possible dans le fond. On n'a pas commencé à travailler la forme. Une fois qu'on a eu cette base de connaissances, ça va peut-être permettre de répondre à la question d'après aussi. Quel outil avez-vous utilisé? C'est très simple. On a pris un fichier Excel qu'on a thématisé. On a été accompagné donc du chef de projet côté Smart Tribune pour identifier des grandes thématiques. Toutes ces grandes thématiques, on a déversé dans chacune toute notre connaissance que l'on avait identifiée. Et là, on avait une architecture FAQ. Une fois qu'on a créé cette architecture FAQ, on a travaillé des maquettes avec Smart Tribune pour valider la forme de la FAQ, ce que l'on voit aujourd'hui en tant que client. On a fait différents allers-retours, évidemment, de maquettes. On les a validés avec Smart Tribune. Il y a une grande phase de recettes. Donc, on a fait beaucoup de tests pour savoir si tout fonctionnait bien, si les questions remontaient bien, si la FAQ était complètement fonctionnelle. Et une fois que cette phase de test a été effectuée, on a préparé le déploiement. Surtout que nous, ça s'inscrivait dans le cadre d'une refonte totale de nos supports numériques, donc c'était un déploiement assez lourd auquel devait venir se greffer le projet FAQ. On a préparé ce déploiement et une fois qu'on a déployé, on a communiqué massivement sur la sortie de la FAQ, tout simplement. Mais un projet de longue haleine qui a duré plus de 6 mois, clairement. Super, donc je pense qu'on a répondu aussi à la deuxième question, celle de Maude, sur l'outil utilisé pour construire la base de connaissances. Mais oui, pour compléter ce que disait Maxime, on vous accompagne en tout cas côté Smart Tribune sur la rationalisation des connaissances pour ensuite l'organiser et la diffuser à travers justement une arborescence intuitive avec jusqu'à 3 niveaux. Donc à ce niveau-là, voilà, on est présent et on accompagne justement sur cette phase de projet qui est cruciale puisque c'est celle qui est la plus longue, mais la plus importante. Et ben, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Il est 11h53. On n'a pas de nouvelles questions, il me semble. Je vous remercie pour votre attention. On vous remercie, j'imagine, pour votre attention, pour les questions que vous nous avez posées. Très ravi, en tout cas, d'avoir co-animé ce webinaire avec Maxime. Si vous avez besoin voilà, d'un diagnostic self-care, on travaille avec tous les secteurs d'activité, que ce soit le transport, la presse, la banque, le e-commerce. Enfin, je reste à votre disposition et vous avez le replay et la présentation qui vous sera envoyée. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à la diffuser en interne si vous le souhaitez. Merci à tous.